L'illusion de la simplicité. Pourquoi les ETF ne sont pas aussi passifs qu'on le croit? Les ETF sont souvent présentés comme la version facile de l'investissement. On achète un fonds qui réplique un indice, le CAC 40, le S&P 500 ou le MSCI World, et on laisse faire le marché. Mais croire que passif signifie sans vigilance, c'est comme penser que laisser pousser un jardin dispense d'enlever les mauvaises herbes. Prenons un exemple concret. Deux investisseurs français décident d'investir chacun 10 000 € sur un ETF. Le premier choisit un ETF MSCI World, le second un ETF S&P 500. Sur le papier, ces deux produits semblent proches, de grandes entreprises internationales, des frais faibles, une exposition globale. En réalité, le MSCI World est composé à près de 70% d'actions américaines. Cela signifie que même si vous croyez investir dans le monde, vous êtes presque entièrement dépendant de la santé économique des États-Unis et du dollar. Et si le dollar chute ou si les marchés américains connaissent une longue stagnation, votre performance globale s'en ressentira directement. Voilà l'illusion de la simplicité. Beaucoup d'investisseurs pensent être diversifiés alors qu'ils sont concentrés sans le savoir. C'est une erreur d'attention, pas de stratégie. On croit posséder un portefeuille mondial, alors qu'on a simplement acheté l'Amérique avec quelques décorations autour. Un autre piège vient du mot magique ETF à faible coût. Oui, les frais de gestion sont plus bas que ceux des fonds actifs, mais un TER Total Expense Ratio de 0,20% ou 0,30% sur 20 ans, ce n'est pas anodin. Sur un capital de 50 000 €. La différence de frais peut représenter plus de 2 000 € sur la durée, et beaucoup d'investisseurs ne regardent même pas ce chiffre, alors qu'il est indiqué noir sur blanc dans le DCI, le document d'information clé de l'émetteur. Autre point souvent ignoré, la pondération. Dans un indice, les entreprises les plus grosses dominent. Par exemple, Apple, Microsoft, Nvidia ou Amazon représentent parfois à elles seules plus de 20% du poids total d'un ETF mondial. Ce n'est donc plus un panier d'un 500 entreprises, c'est un bateau conduit par 4 géants technologiques. Si l'un d'eux prend l'eau, tout le portefeuille vacille. Alors, comment éviter cette illusion? Première règle, toujours comprendre ce que vous possédez avant d'acheter un ETF. Prenez 2 minutes pour regarder sa composition, sa répartition géographique et son secteur dominant. Deuxième règle, ne confondez pas simplicité d'accès et simplicité de gestion. Un ETF n'est pas une boîte noire, c'est un outil transparent, à condition d'en lire les étiquettes. Et enfin, troisième règle, acceptez que la passivité ne signifie pas l'absence d'intention. Être investisseur passif, c'est choisir de ne pas courir après le marché, mais pas de l'ignorer. La vraie sagesse, c'est de comprendre que la simplicité est un résultat, pas un point de départ. L'ETF est un outil merveilleux quand il est utilisé consciemment. Mal compris, il devient une illusion coûteuse, celle de croire qu'on peut déléguer sa responsabilité à un indice. Dans la prochaine partie, nous verrons une autre erreur très courante, celle du trop diversifié. Quand vouloir tout couvrir finit par affaiblir votre performance. De l'erreur du trop diversifié, quand vouloir tout couvrir réduit vos rendements. Quand on découvre les ETF, on a souvent le même réflexe, multiplier les supports pour se protéger. On se dit qu'en ayant un peu de toute l'Europe, Amérique, Asie, immobilier, or, T100100, santé, on sera forcément plus solide. Mais la réalité, c'est que trop de diversification finit souvent par détruire la cohérence. Et un portefeuille incohérent, c'est comme un orchestre où chacun joue sa partition sans écouter les autres, beaucoup de bruit, peu d'harmonie. L'idée de diversification est pourtant juste. Elle vise à réduire le risque en répartissant les investissements entre différents actifs. Mais ce principe se déforme facilement lorsqu'on confond diversité et dispersion. La diversité, c'est un équilibre réfléchi entre plusieurs zones géographiques, classes d'actifs ou secteurs. La dispersion, c'est un empilement d'études choisies sans vision d'ensemble, souvent sous l'effet de la peur de rater quelque chose. Prenons un exemple concret. Un investisseur français détient déjà un ETF MSCI World. L'un produit, il couvre environ un 500 entreprises dans 23 pays développés. Mais, par peur de manquer l'Asie, il ajoute un ETF Japon, un autre sur les marchés émergents, puis un quatrième sur le Nasdaq. Résultat, près de 60% de son portefeuille reste exposé aux mêmes sociétés américaines, présentes dans plusieurs de ses ETF. Il pense être plus diversifié, mais il vient simplement d'empiler des doublons. C'est ce qu'on appelle la redondance. Cette erreur a plusieurs conséquences invisibles. D'abord, elle augmente les frais cumulés. Chaque ETF a ses propres coûts de gestion, même faibles. Ensuite, elle dilue la performance. Les bons ETF sont noyés dans un ensemble qui avance sans direction claire. Enfin,
Elle rend la stratégie lisible. Comment savoir si votre portefeuille fait mieux ou pire que le marché si vous ne savez plus à quoi il est censé ressembler? Il existe une fausse croyance, plus il y a de lignes dans le portefeuille, plus il est solide. En réalité, un excès de diversification agit comme un frein à main. C'est un peu comme si vous vouliez atteindre 100 km à l'heure, mais que vous répartissiez votre énergie sur 10 voitures différentes, aucune n'avance vraiment. Un portefeuille bien construit n'a pas besoin de collectionner les ETF. Souvent, 2 ou 3 suffisent, un ETF monde ou SP500 pour les actions globales, un ETF marché émergent pour le potentiel de croissance, éventuellement un ETF obligataire ou monétaire pour stabiliser les fluctuations. C'est simple, lisible et surtout maîtrisable. Ce qui compte, ce n'est pas le nombre d'ETF, mais leur complémentarité. Chaque position doit avoir un rôle croissance, stabilité ou diversification réelle. Si deux ETF contiennent les mêmes entreprises, l'un d'eux a de trop. Si un ETF ne correspond à aucun objectif clair, il devient une distraction. Et c'est là que la discipline entre en jeu, parce que cette erreur du trop diversifié ne vient pas d'un manque de connaissances, mais d'une émotion, la peur de rater une opportunité. On voit un nouveau produit à la mode, un graphique en hausse, une vidéo YouTube enthousiaste, et on se dit autant en prendre un peu. Mais investir, ce n'est pas collectionner, c'est organiser. Chaque choix doit s'intégrer dans une architecture globale, pensée pour durer 10 ou 20 ans. L'investisseur discipliné n'a pas besoin de tout posséder. Il a besoin de comprendre ce qu'il possède. Son calme vient de la cohérence, pas de la quantité. Pour résumer, la diversification, c'est protéger votre portefeuille. La dispersion, c'est le noyer dans le désordre. Et si vous ne pouvez pas expliquer en une phrase pourquoi vous détenez un ETF, c'est peut-être qu'il ne vous est pas utile. La clarté, dans l'investissement comme dans la vie, commence quand on apprend à simplifier sans appauvrir. Un portefeuille allégé n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de maturité. 3. Le piège du DCA aveugle, investir régulièrement sans revoir sa stratégie. S'il y a une méthode qui rassure les investisseurs débutants, c'est bien le DCA. Le dollar cost averaging, ou en français, l'investissement programmé. L'idée est simple et puissante, investir la même somme à intervalles réguliers, mois après mois. Peu importe les conditions de marché, cette discipline permet de lisser le prix d'achat dans le temps et d'éviter la tentation de time le marché. Et, en théorie, c'est un excellent moyen d'apprendre la constance et la patience. Mais comme souvent en finance, ce qui est bon en principe peut devenir dangereux quand on arrête de réfléchir. Beaucoup d'investisseurs transforment le DCA en automatisme aveugle. Ils investissent 200 €, 500 € ou 1000 € chaque mois dans le même ETF sans jamais revoir ni le montant, ni la répartition, ni même le contexte économique. Ils oublient que la régularité n'est pas une fin en soi, c'est un outil, pas une religion. Prenons un exemple clair, 35 ans. Investit 300 € par mois sur un ETF obligataire européen depuis 2020, pendant plusieurs années. Les taux étaient proches de zéro et le rendement semblait stable. Mais à partir de 2022, la remontée brutale des taux d'intérêt a fait chuter la valeur des obligations. Résultat, malgré sa discipline, Claire accumule des parts à perte depuis 2 ans. Son automatisme, qui devait lisser le risque, s'est transformé en piège de persévérance. Ce n'est pas la méthode qui est mauvaise, c'est l'absence de réévaluation. Le DCA fonctionne très bien à long terme, dans un environnement stable. Mais aucun marché ne l'est éternellement. Les taux changent, l'inflation revient. Les valorisations montent ou s'effondrent. Ignorer ces mouvements revient à conduire les yeux fermés sous prétexte qu'on connaît la route. L'autre erreur courante, c'est d'appliquer le DCA sans vision d'ensemble. Beaucoup d'investisseurs programment plusieurs achats automatiques sur différents ETF sans cohérence entre eux. Résultat, ils ne savent plus combien ils investissent au total, ni quelle part de leur argent part vers les actions, les obligations ou les marchés émergents. Leur stratégie devient un puzzle sans plan. La constance perd son sens si elle ne s'appuie pas sur une direction claire. Alors, comment éviter ce piège du DCA aveugle? D'abord, en planifiant un point de contrôle régulier, par exemple tous les 6 ou 12. Prenez 1 heure pour regarder, est-ce que ma répartition correspond toujours à mes objectifs? Est-ce que mon horizon de placement a changé? Est-ce que mon niveau de risque est encore adapté à ma vie actuelle? Cette simple vérification transforme le DCA en stratégie consciente et non en réflexe mécanique. Ensuite, ajustez les montants si votre situation évolue. Votre épargne n'a pas à être figée. Si vos revenus augmentent, vous pouvez renforcer vos apports. Si vous traversez une période tendue, rien ne vous oblige à maintenir le même rythme. L'essentiel, c'est la continuité, pas la rigidité. Enfin,
Souvenez-vous que le DCA n'est pas là pour battre le marché, mais pour battre vos émotions. Il vous protège contre la panique quand les prix chutent et contre la frénésie quand ils montent. Mais il doit être accompagné d'une compréhension minimale de ce que vous achetez, un ETF mal choisi, investit régulièrement. Reste un mauvais investissement. Comme le disait Warren Buffett, une mauvaise idée ne devient pas bonne simplement parce qu'on la répète tous les mois. Le DCA est une méthode d'humilité. On accepte de ne pas savoir quand acheter. Mais cette humilité ne doit pas devenir de la passivité. Investir régulièrement. Oui, automatiquement non. Parce qu'un automate n'apprend rien. Un investisseur, lui, observe, ajuste et progresse. La constance en finance n'est vertueuse que lorsqu'elle s'accompagne de conscience autrement. Elle devient une forme d'aveuglement méthodique, on avance sans se demander pourquoi. 4. Le biais de confort, pourquoi les investisseurs français sous-pondèrent les ETF étrangers. Il y a une chose étonnante chez beaucoup d'investisseurs particuliers français, leur portefeuille ressemble souvent à la France. On y trouve le CAC 40, un peu d'Eurostoxx, parfois un ETF Europe, et c'est tout. C'est une sorte de patriotisme financier inconscient, on préfère investir dans ce qu'on connaît. Dans les entreprises dont on entend parler au journal. Dans une monnaie qui ne bouge pas trop, cette préférence nationale. Les économistes l'appellent le biais de confort, et s'il nous rassure à court terme, il nous appauvrit souvent à long terme. Investir majoritairement en France, c'est comme jardiner dans un seul climat. Quand il fait beau, tout pousse. Mais quand la tempête arrive, il ne reste plus rien pour compenser. Un portefeuille trop local est vulnérable au cycle économique, politique et monétaire d'un seul pays, et dans un monde où les crises se déplacent vite. C'est un risque silencieux mais réel. Prenons un exemple concret. Marc, 45 ans. Investi depuis 10 ans dans un ETF CAC 40 via son PEA pendant certaines périodes. Il a connu de belles hausses notamment en 2021, mais sur 10 ans. La performance moyenne de l'indice français reste très inférieure à celle du S&P 500 américain ou du MSCI World, non pas parce que les entreprises françaises sont mauvaises, mais parce que la structure économique du pays est différente, moins de géants technologiques, plus de secteurs industriels ou bancaires, souvent plus sensibles au cycle. Résultat, son épargne a progressé lentement, tandis qu'un portefeuille plus international aurait profité de moteurs de croissance mondiaux, comme la tech, la santé ou l'énergie verte. Ce biais de confort s'explique aussi par la proximité culturelle. On a naturellement confiance dans ce qu'on comprend. Il est plus facile de croire dans L'Oréal ou Total Energy que dans Nvidia ou Nestlé. Pourtant, cette proximité émotionnelle vous pousse parfois à négliger l'essentiel. Le monde tourne plus autour d'un seul marché. Les innovations, la croissance démographique, la création de richesses se déplacent vers l'Asie, l'Afrique, l'Amérique du Sud, et les ETF permettent justement d'en profiter, sans avoir besoin d'être expert en chaque région, diversifier géographiquement. Ce n'est pas parier sur le monde, c'est se protéger de la France. Cela ne veut pas dire tout vendre pour acheter des ETF exotiques, mais simplement équilibrer. Par exemple, un portefeuille équilibré pourrait contenir 40% d'actions mondiales via un MSCI World, 20% sur les marchés émergents, 20% sur l'Europe, et 20% sur des obligations internationales. Ainsi, aucune zone ne domine totalement. Et les performances s'équilibrent naturellement dans le temps. Beaucoup d'investisseurs pensent que cette ouverture augmente le risque. En réalité, c'est souvent l'inverse. Un portefeuille mondial est moins dépendant des décisions politiques, d'un seul gouvernement, des fluctuations d'une seule devise, ou des crises d'un seul secteur. C'est une assurance de stabilité déguisée en diversification. Mais bien sûr, la psychologie joue un rôle. Sortir de sa zone de confort, c'est accepter l'inconnu. Et en finance comme ailleurs, l'inconnu fait peur. Pourtant, l'investisseur expérimenté sait que la peur est un signal, elle montre où l'on doit apprendre. Chaque fois que vous hésitez à investir hors de votre pays, demandez-vous, est-ce un vrai risque? Ou juste une habitude qui me limite? Le monde est vaste et l'économie française, aussi solide soit-elle, ne représente qu'environ 3% du PIB mondial. Rester enfermé dans 3% de la planète, c'est se priver de 97% des opportunités. La performance à long terme vient souvent de cette ouverture. Accepter que la croissance ne parle pas toujours français, alors oui. Il est rassurant de voir ces ETF notés en euros et de reconnaître les logos des entreprises du portefeuille. Mais la sécurité en investissement ne vient pas du familier. Elle vient de la diversification réelle, celle qui traverse les frontières et résiste au temps. 5. L'oubli fiscal. Comment les ETF accumulants peuvent alourdir votre impôt? En France, on parle beaucoup de rendement, un peu de risque et très rarement de fiscalité. Pourtant,
La fiscalité peut faire la différence entre un investissement rentable et un investissement lourdement amputé, et dans le cas des ETF. Cette erreur est fréquente, beaucoup d'investisseurs choisissent leurs fonds en fonction du graphique, pas du cadre fiscal dans lequel ils les placent. Résultat, des portefeuilles performants sur le papier, mais grignotés par l'impôt au fil des ans. L'erreur la plus courante, c'est de ne pas comprendre la différence entre ETF capitalisant et ETF distribuant. Un ETF distribuant verse régulièrement les dividendes qu'il perçoit généralement tous les trimestres. Un ETF capitalisant, lui, réinvestit automatiquement ses dividendes dans le fonds, à première vue. Le capitalisant semble plus intelligent, vous laissez votre argent travailler tout seul grâce aux intérêts composés. Mais c'est là que le piège fiscal commence. Prenons un exemple concret. Sophie détient 30 000 € d'un ETF accumulant sur un compte titre ordinaire CTO. Chaque année, l'ETF réinvestit les dividendes des entreprises qu'il détient. Mais au moment de la revente, toute la plus-value sera taxée à la flat tax de 30% prélèvements sociaux inclus. Autrement dit, même les dividendes réinvestis qu'elle n'a jamais touchés seront imposés comme s'ils avaient été encaissés. Dans certains cas, cela peut représenter plusieurs milliers d'euros d'impôts invisibles. À l'inverse, si ce même ETF était logé dans un plan d'épargne en actions, les gains et dividendes seraient exonérés d'impôts après 5 ans de détention hors prélèvements sociaux. Et pourtant, beaucoup d'investisseurs laissent leurs ETF mondiaux sur un CTO, simplement parce qu'ils ignorent que la plupart des ETF éligibles au PEA existent avec un code ISA français ou européen adapté. C'est une erreur de placement. Pas de stratégie. Autre piège, ne pas anticiper la fiscalité des ETF étrangers. Certains ETF domiciliés en Irlande ou au Luxembourg retiennent une retenue à la source sur les dividendes américains, souvent 15%. Cela ne se voit pas directement sur le relevé, mais cela réduit la performance nette. Un ETF accumulant domicilié en Irlande peut, par exemple, afficher un rendement légèrement inférieur à son équivalent américain pour cette raison. Ce n'est pas dramatique, mais c'est une nuance que beaucoup d'épargnants ignorent totalement. La fiscalité, ce n'est pas un sujet excitant, mais c'est un sujet décisif, parce qu'en France, les frais visibles sont rarement ce qui coûte le plus cher, c'est l'impôt mal anticipé. Un investisseur discipliné doit toujours se poser 3 questions avant d'acheter un ETF. Sur quel support veux-je le loger? PEA, CTO, assurance vie, quel est le type de distribution? Capitalisant ou distribuant? Et quelle sera la conséquence fiscale au moment de la vente ou du retrait? Ces 3 questions simples évitent des années d'erreurs accumulées. L'oubli fiscal est aussi un problème de comportement. On préfère souvent repousser le sujet à plus tard, comme si les impôts étaient un détail administratif. Mais en réalité, chaque choix fiscal est un choix de stratégie et un ETF logé au bon endroit peut rapporter 10 à 20 de plus sur 10 ans, simplement parce qu'il subit moins d'érosion fiscale. Ce n'est pas de la magie, c'est de la planification. Alors, non, la fiscalité n'est pas une fatalité. C'est un paramètre que l'investisseur conscient apprend à apprivoiser. La bonne pratique, c'est de choisir d'abord le cadre fiscal, puis l'ETF, pas l'inverse, parce qu'en matière d'investissement, la performance se mesure après impôt. Pas avant. La simplicité ne consiste pas à ignorer la fiscalité, mais à l'intégrer dès le départ, calmement, dans son plan. Un bon investisseur n'optimise pas seulement ses placements, il organise son écosystème financier pour que chaque euro travaille dans le cadre le plus favorable possible. Et comme toujours, ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. L'oubli fiscal n'est pas une faute. C'est une occasion d'apprendre à mieux structurer son avenir financier. Investir, ce n'est pas une course, c'est un dialogue silencieux entre le temps, la discipline et la confiance. Les ETF ne sont pas une promesse de richesse, mais un outil d'éducation financière, une manière d'apprendre à penser son argent, à le structurer, à le respecter. Si vous avez compris les erreurs les plus fréquentes, alors vous êtes déjà en avance, parce que la vraie victoire, ce n'est pas de battre le marché, mais de battre ses propres doutes. Continuez à apprendre, à ajuster, à rester curieux. Chaque pas compte, même les plus petits. Et souvenez-vous, ce n'est pas vous le problème, c'est la méthode. Chaque euro conscient est une victoire sur la peur. Merci d'avoir pris ce temps pour comprendre avant d'agir. Si ce contenu vous aide, abonnez-vous et partagez vos progrès en commentaire. Vous avancez pas à pas. Ce contenu est à but éducatif et ne constitue pas un conseil financier.